Bonjour, cette capsule vidéo a pour objectif de vous apporter des informations actualisées sur la vaccination contre la Covid-19. Le support de la présentation est téléchargeable. Il contient de nombreux liens et infographies, des outils mobilisables pour échanger avec les publics. En fonction de l'actualité, ce document sera mis à jour. Je suis Claire Duhalzua et avec Maëlle Bédot, nous allons à deux voix évoquer tout d'abord la vaccination en général, puis la vaccination contre la Covid-19 et les différents vaccins. Ensuite, nous parlerons de la balance bénéfices-risques de la vaccination contre la Covid-19. Nous aborderons aussi la stratégie vaccinale en France, les publics éligibles, la vaccination chez les jeunes. Nous terminerons par des questions logistiques, où se faire vacciner, comment prendre rendez-vous, et sur l'intérêt du respect des gestes barrières et de la vaccination au regard du contexte actuel. Notre intervention évoque la vaccination Covid-19 dans le contexte de la pandémie mondiale à laquelle nous faisons face depuis plus d'un an et demi. En France, même si les indicateurs sont plutôt encourageants, l'épidémie de coronavirus reste encore une préoccupation importante avec notamment la présence du variant Delta. Même s'il existe aujourd'hui des améliorations dans la prise en charge des traitements et de l'infection, il n'y a pas de traitement curatif de la Covid-19. Donc, un des moyens pour faire face au virus, c'est le vaccin. La vaccination permet de réduire le nombre de formes graves et de décès liés à la Covid-19. Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribue à maîtriser l'impact de l'épidémie sur le long terme, une perspective de sortie de crise et d'un retour à une vie normale. Avant d'aborder la vaccination contre la Covid-19, nous allons vous présenter quelques généralités sur le principe du vaccin. Se faire vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres. La vaccination apporte un bénéfice individuel et collectif. L'objectif est d'obtenir une immunité collective. Plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins il y a de risques d'épidémie. Il existe un consensus international. La vaccination fonctionne. Elle est un acte simple de prévention à l'efficacité reconnue. D'après l'Organisation mondiale de la santé, elle permet de sauver 2 à 3 millions de vies chaque année. Elle contribue à faire reculer, voire disparaître des maladies aux conséquences dramatiques dans de nombreuses régions du monde. Elle a permis d'éradiquer la variole et grâce à elle, plusieurs maladies graves ont pu être éliminées ou bien contrôlées, comme la poliomyélite, le tétanos, la tuberculose ou encore la rougeole. Alors, quel est l'objectif de la vaccination ? C'est d'apprendre au système immunitaire de l'organisme à reconnaître un agent infectieux et à fabriquer ses propres défenses face à cet agent. Alors comment ? En présentant aux cellules de l'immunité une partie caractéristique du virus, un antigène. Nous vous proposons maintenant de visualiser une courte vidéo qui explique le processus de fabrication d'un vaccin et notamment celui de la Covid-19. Concevoir un vaccin a toujours été une course de fond, qui prend du temps. Mais grâce au progrès de la recherche, le rythme de développement s'est considérablement accéléré. 3 étapes majeures jalonnent la fabrication d'un vaccin. La première consiste à décrire précisément la maladie et ses symptômes, puis à en identifier l'origine. Dans le cas de la Covid-19, la maladie commence à être décrite en décembre 2019. En janvier, grâce aux échanges d'informations entre médecins et chercheurs du monde entier, le virus SARS-CoV-2, qui est à l'origine de la maladie, est identifié. Et fin janvier 2020, son code génétique est intégralement séquencé. La deuxième étape vise à déterminer le type de vaccin qui offrira la meilleure immunité. Il faut d'abord vérifier que le vaccin est inoffensif, grâce à des recherches en laboratoire et des tests sur l'animal. Ensuite, il faut tester toutes les combinaisons possibles, différentes techniques vaccinales, à des doses différentes. Faut-il que le vaccin contienne le virus inactivé ? Ou une fraction du virus ? Cette étape prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, pour aller plus vite, les scientifiques s'appuient sur les recherches récentes de vaccins développés pour d'autres maladies afin de les adapter au vaccin Covid-19. Pas besoin de repartir de zéro. Reste la troisième et dernière étape, la plus importante, les essais cliniques. D'abord, s'assurer que le vaccin est bien toléré par l'homme. Ensuite, évaluer sa capacité à provoquer une réponse immunitaire et déterminer la plus petite dose efficace. Enfin, confirmer la sécurité et l'efficacité du vaccin à grande échelle en comparant le nombre d'infections observées entre 2 groupes de participants volontaires, l'un traité avec le vaccin et l'autre avec un placebo qui n'a aucun effet. Le nombre et la rapidité de mobilisation des volontaires est un facteur clé pour accélérer la recherche.
Une fois tous les essais cliniques validés et après une évaluation rigoureuse de leur efficacité et de leur sécurité par l'Agence européenne du médicament, EMA, une autorisation de mise sur le marché est octroyée. Le vaccin est alors prêt à être commercialisé. En attendant, continuons à respecter les gestes barrières pour faire barrage au virus. Je tiens à préciser que la vidéo commence à dater un peu et que la distanciation sociale est bien passée à 2 mètres. Alors, la spécificité du virus SARS-CoV-2, c'est la protéine S que l'on peut voir en vert sur le dessin. Elle est également appelée protéine spike ou spicule. Cette protéine est en évidence sur le virus et forme une couronne, d'où son nom coronavirus. Elle est la clé qui permet au virus SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules et de les infecter. Cette protéine S est la cible naturelle de notre système immunitaire face à l'infection, et donc la cible des vaccins utilisés dans la lutte contre ce virus. L'objectif de la vaccination contre la COVID-19, c'est donc la production d'anticorps qui pourront combattre spécifiquement et efficacement le virus SARS-CoV-2 en reconnaissant la protéine S. Alors, actuellement, 4 vaccins sont autorisés en France. 2 sont des vaccins à ARN messager, les vaccins Pfizer et Moderna. Les 2 autres sont des vaccins à vecteur viral, les vaccins AstraZeneca et le vaccin Johnson & Johnson, qui, lui, ne nécessite qu'une seule dose. Nous vous avons mis des liens vers des documents et vers une vidéo qui vous permettront d'approfondir vos connaissances sur ces 2 familles de vaccins. Alors, ce tableau récapitule les caractéristiques des 4 vaccins actuellement autorisés en France. Fonctionnement, conservation, taux d'efficacité, immunité, ainsi que l'intervalle entre les doses. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, exclusivement durant la période estivale, la 2e injection pourra avoir lieu entre 3 et 7 semaines après la première injection. Alors, les diapositives suivantes vont présenter en fait des visuels réalisés par une virologue française qui vit aux États-Unis et qui communique via les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pour déjouer les fake news et éclairer notre pensée. Ces comptes s'appellent The French Virologist. Donc, de nombreuses informations circulent au sujet de la composition des vaccins. Alors, non, ils ne contiennent ni aluminium ni métaux lourds. Et pas de puce 5G non plus. Pour les vaccins Pfizer et Moderna, l'ingrédient actif est constitué d'ARN messager permettant de coder la protéine S du SARS-CoV-2. Il est associé à des lipides, du sucre, du potassium et du sodium. Donc, voici le visuel pour le vaccin Moderna. Et pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, ce vaccin, lui, contient un adénovirus inoffensif pour l'être humain, associé notamment à du sucre et du sel. Alors, face aux interrogations sur les vaccins, nous allons apporter quelques réponses. La vaccination apporte un réel espoir, mais aussi de nombreuses questions. On peut entendre que l'on ne sait rien sur l'efficacité des vaccins, qu'ils ont été faits à la va-vite ou encore qu'ils risquent de provoquer des mutations de notre ADN. Les contenus de cette diapositive et ceux de la suivante vous aideront à construire vos argumentaires lors de vos échanges sur la vaccination. Aucun des vaccins n'est expérimental. Le processus a été certes très rapide dans l'ensemble, mais ces vaccins n'ont fait l'objet d'aucune négligence, que ce soit en termes de développement en laboratoire ou d'essais cliniques. De même, les données des essais cliniques ont été revues par les plus hautes autorités de santé de manière très stricte avant d'être mises sur le marché. Les technologies d'immunisation ARN et à vecteur viral n'ont pas été inventées l'année dernière, mais au contraire sont le résultat de dizaines d'années de recherche et de nombreux essais cliniques dans le domaine. Nous abordons maintenant la notion de la balance bénéfice-risque dans le cas de la vaccination COVID-19. En effet,
comme pour tous les médicaments, la balance bénéfice-risque est à prendre en compte lorsqu'on parle vaccination. Il faut savoir qu'on a plus de risques d'attraper la Covid-19 que d'avoir un effet secondaire du vaccin. Et à titre d'exemple, il y a aussi plus de risques de se faire renverser par une voiture dans l'année que d'avoir un effet secondaire du vaccin, ou encore plus de risques de se faire foudroyer que de développer un effet secondaire du vaccin. Alors, à quoi sert le vaccin? Ce visuel décrit de façon explicite l'intérêt supérieur de la vaccination. Une brique représente environ 10% de la population. Chez les personnes non vaccinées, on estime qu'il y a environ 30% de personnes immunisées ou ayant développé une forme asymptomatique, 40% de Covid léger, 20% de Covid dur, 10% de séjours en réanimation. Et dans les 10% de séjours en réanimation, il y a entre 30 à 50% de décès déplorés et de graves séquelles sont mentionnées pour les survivants. En plus, parmi les personnes non vaccinées, entre 10 à 20% auront un Covid long, même si elles ont été asymptomatiques. Pour les personnes vaccinées, sur la brique de droite, il y a 80% d'immunisés, 10% de formes légères, 10% de formes graves, et aucun séjour en réanimation n'est décrit. Une remarque qui revient souvent lorsque l'on parle de la vaccination, c'est qu'on ne connaît pas les effets indésirables à long terme de ces nouveaux vaccins contre la Covid-19. Si la plupart des effets secondaires se produisent dans les premiers jours suivant l'injection, rien ne suggère que ces vaccins puissent poser un risque sur le long terme. Les effets secondaires des vaccins peuvent faire peur, et pourtant la plupart de ces symptômes bénins sont des signaux positifs envoyés par le système immunitaire. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, vacciner consiste à entraîner le système immunitaire à réagir face à une attaque. Les effets secondaires tels que ceux décrits ici sont des symptômes de la réaction inflammatoire qui accompagne la tactique de défense mise en place par notre organisme. Ils sont le signe positif que notre système immunitaire est fonctionnel. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons tous un système immunitaire différent et nous ne réagissons pas tous de la même manière au vaccin. Tout comme nous ne réagissons pas tous de la même manière à un pathogène tel que la Covid-19. Donc, les symptômes plus sévères, inattendus ou persistants, bien que rares, doivent faire l'objet d'une prise en charge médicale et d'un signalement sur le site du ministère chargé de la Santé. Historiquement, il n'existe pas de vaccin dont les effets secondaires sont apparus des années plus tard. Alors, pourquoi y a-t-il des cas de Covid-19 même chez les personnes vaccinées? En fait, nous ne sommes complètement vaccinés contre la Covid-19 que 2 semaines après la deuxième injection. Avant ça, le risque d'attraper le virus est assez élevé. Passé ce stade, une fois complètement vacciné, il est tout de même possible d'être testé positif à la Covid. Rappelez-vous qu'aucun moyen de prévention n'est efficace à 100%. C'est valable pour les vaccins, mais aussi pour tout le reste, comme la pilule contraceptive ou la ceinture de sécurité. Alors, qu'en est-il de la stratégie vaccinale contre la Covid-19 mise en place en France? C'est une stratégie par étapes et par ordre de priorité avec 3 objectifs de santé publique, c'est-à-dire vacciner les personnes les plus fragiles et les plus à risque et ainsi réduire la sévérité des formes de la maladie et la mortalité, mais aussi protéger les soignants et le système de soins tout en s'adaptant à l'arrivée progressive des vaccins. Et enfin, garantir la sécurité sanitaire. Cette stratégie repose sur 3 principes. Le volontariat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, la gratuité, mais aussi un haut niveau de sécurité. Les vaccins sont contrôlés, sécurisés et continuent d'être surveillés même après leur commercialisation, comme tous les vaccins d'ailleurs. Le suivi des effets indésirables se fait à partir des signalements qui peuvent être réalisés sur le site du ministère de la Santé par les professionnels de santé ou les patients eux-mêmes. Vous retrouvez les liens sur le support ci-dessous. Le déploiement de la campagne de vaccination a débuté le 27 décembre 2020
et depuis le début du mois de mars, elle s'est accélérée. À partir du 31 mai, la vaccination a été ouverte sans critères pour l'ensemble de la population majeure. Depuis le 15 juin, les 12-17 ans sont aussi éligibles. Le consentement du jeune doit être recueilli, ainsi qu'une autorisation signée par l'autorité parentale. Vous pouvez accéder à l'ensemble de ces informations détaillées en activant les liens ci-dessous. Alors, quels sont les intérêts de se faire vacciner si on est plutôt jeune et en bonne santé? Je n'ai pas besoin de me faire vacciner car je suis jeune, donc je ne risque rien si j'attrape le Covid. C'est un discours que l'on peut entendre et pourtant la vaccination des jeunes est tout aussi importante car elle conditionne la résolution de cette épidémie dans un futur proche. L'avis de la Haute Autorité de Santé le 3 juin dernier mentionne que la Covid-19 n'épargne pas les adolescents, mais évoque qu'ils sont moins souvent symptomatiques. De nombreuses études aussi ont démontré que les différents confinements ainsi que la fermeture des classes ou d'établissements ont eu des impacts néfastes en termes d'apprentissage et de santé mentale chez les enfants et les adolescents. En se vaccinant, on se protège tout en protégeant les autres, que la vaccination diminue le risque d'être porteur asymptomatique et de transmettre le virus. La vaccination permet aussi de limiter la circulation du virus et donc de diminuer le risque d'apparition de nouveaux variants. La vaccination permet aussi d'atteindre l'immunité collective et un retour à la vie normale. Pour information, le ministère de l'Éducation nationale lance une campagne de communication avant le départ en vacances d'été. Les collégiens, lycéens et personnels sont invités à se faire vacciner au cours de l'été pour une rentrée en toute sérénité. La vaccination des femmes enceintes est recommandée à partir du 2e trimestre. Cette infographie évoque les questions en lien avec la grossesse et la vaccination Covid-19. La vaccination n'est pas obligatoire. Elle repose sur une décision partagée. Le consentement doit être recueilli au préalable et tracé dans le dossier médical. La vaccination nécessite donc une information objective et éclairée de tous les individus. Toutes les personnes doivent pouvoir exprimer leur volonté d'être ou non vaccinées et doivent être respectées dans leur choix. Concernant l'ensemble des questions que chacun peut être amené à se poser, il ne faut pas hésiter à en échanger avec les personnels de santé. Il existe d'ailleurs un document préparatoire à un échange avec un personnel de santé. Et le guide d'animation Covid-19 Discutons vaccination peut être utilisé comme support lors de vos échanges sur la vaccination. Alors, une autre question récurrente que l'on peut entendre, pourquoi faut-il continuer de porter un masque même lorsque l'on est vacciné? Eh bien, il va falloir attendre l'immunité de groupe ou du moins avoir une large proportion de personnes vaccinées dans la population, couplée à un gros ralentissement de la circulation du virus pour que les mesures puissent être allégées. Alors, ce document est un flyer que vous pouvez retrouver sur le site de l'ARS Pays de la Loire et que vous pouvez télécharger. Il y est indiqué au niveau du point 2 la nécessité de respecter les gestes barrières, même vaccinés. Alors, où peut-on se faire vacciner? Dans les centres de vaccination, bien sûr, mais aussi en médecine de ville par les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, par la médecine du travail pour les salariés. Quelles sont les possibilités pour prendre rendez-vous? Le site internet santé.fr permet d'accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne de chaque centre de vaccination. Les plateformes Doctolib, Keldoc et Maya permettent aussi de prendre rendez-vous. Il existe des dispositifs locaux pour aider à la prise de rendez-vous. Vous pouvez retrouver ces informations notamment sur le site de l'ARS des Pays de la Loire. En cas de difficulté, un numéro vert national a été mis en place. À savoir que le rendez-vous pour la 2e injection se fait lors de la prise du premier rendez-vous. Et pour mémoire, une seule injection est nécessaire avec un antécédent de Covid, avec un délai de 2 mois minimum entre la maladie et la vaccination.
Il existe un questionnaire pré-vaccinal disponible en 23 langues sur le site du ministère de la Santé. Alors avant de conclure, un point d'actualité. L'orientation optimiste des indicateurs avec la baisse des taux d'incidence et de positivité confirme l'impact positif des mesures de confinement sur la circulation virale. Cependant, la proportion du variant Delta est en augmentation. Il est plus contagieux, expose à des formes plus sévères et un recours plus important à l'hospitalisation. Cette infographie fait le point sur la situation épidémiologique à ce jour concernant le variant Delta et sur les estimations de l'efficacité vaccinale sur ce variant. Même si les vaccins sont moins efficaces contre certains variants, ils ont tout de même un certain niveau d'efficacité et peuvent empêcher de tomber gravement malade. Plus un virus se multiplie et plus il évolue, et en d'autres termes, plus on laisse le virus circuler, plus il se crée des occasions pour muter et devenir plus performant. Il est donc important de rappeler que la meilleure façon de lutter contre l'apparition de nouveaux variants, les variants de variants, c'est de vacciner le maximum de monde en un minimum de temps, tout en limitant la circulation du virus en attendant. La vaccination, c'est l'affaire de tous et les décisions de chacun auront forcément un impact sur l'immunité de groupe et sur un potentiel retour à la normale que l'on espère tous. Plus vite nous construirons une immunité de groupe et plus vite nous pourrons espérer un retour à la vie normale. La menace de la survenue d'une 4e vague n'est cependant pas écartée et beaucoup d'épidémiologistes la redoutent. La maîtrise du risque lié au déconfinement repose sur l'hypothèse que la vaccination réduira suffisamment la circulation virale pour prendre le relais des mesures de confinement. Mais cela ne sera possible qu'à 3 conditions. Une vaccination de masse, rapide, associée à la poursuite de la mobilisation pleine et entière des 2 autres leviers de contrôle des épidémies, c'est-à-dire le contact tracing pour tester et protéger en isolant tous les cas et leurs contacts, mais aussi la poursuite des mesures de prévention, on l'a évoqué à plusieurs reprises, les gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, la distanciation. Et pour terminer, voici des outils et des sources d'informations qui vous permettront de continuer à actualiser vos connaissances. N'hésitez pas à contacter la cellule vaccination de l'ARS pour tout complément d'information. Merci de votre attention. Merci d'être ambassadeur de ces messages.